général, c'est que la majorité des médicaments sont issus. Vous avec l'association, vous allez avoir. J'ai la faute, il faut de bon. D'accord? Donc j'ai dit que la majorité des médicaments sont issus du règne végétal de la nature. D'accord? Le plus souvent, des plantes. Donc la première étape, c'est l'isolement d'une substance. D'accord? Anciennement, on cherchait jusqu'à maintenant, ça continue toujours à se faire selon ce modèle. Donc on isole une substance à partir d'une plante par exemple. Ensuite, on passe à l'identification des effets. D'accord? Ensuite, à l'évaluation clinique, les essais cliniques, donc l'évaluation sur l'être humain. Et enfin, lorsque tout est bon, le médicament est autorisé à être commercialisé. On va voir tout ça après de façon très sommaire. De sorte où certains parties, par exemple, je vais un petit peu détailler, parce que ce n'est pas possible de faire tout ça en 2 heures de temps. D'accord? Si on s'amuse à s'étaler sur chacun de ces points, ça sera 3-4 séances de 2 heures minimum. Alors on va tout faire en 2 heures. Donc vous avez trouvé sur cette diapo le nombre d'années qu'il y a eu de médicaments, ce qu'on appelle le princeps. D'accord? Il y a les génériques qui sont des copies des originaux qu'on appelle princeps. D'accord? Donc un princeps qui ne montre pas un générique, parce que les génériques, comme vous allez voir par la suite, c'est des médicaments qui passent directement à la phase 3 des essais cliniques, alors que les princeps commencent tout à fait du début. Donc la recherche exploratoire, l'isolement, comme on a dit, on va identifier. Quoique actuellement, avec les évolutions, on connaît la majorité des structures chimiques des récepteurs. Donc actuellement, il y a des logiciels. On leur demande de nous proposer de futurs médicaments, des candidats, d'accord? De nous proposer des structures chimiques qui peuvent interagir avec tel ou tel récepteur. Donc le logiciel, il va vous proposer une dizaine, voire une centaine de structures. Donc les chercheurs vont faire le choix, synthétiser, passer directement à la synthèse de ces molécules, ensuite commencer directement les essais sur le récepteur. Contrairement à ce qui se faisait anciennement, l'extraction, ensuite on va tâtonner sur quel organe ça va agir, sur quel récepteur, et ainsi de suite. Maintenant, les trucs sont plus raffinés qu'anciennement. D'accord? Donc la recherche exploratoire, une fois on a déterminé et on a ciblé quels sont les récepteurs cibles et les effets cliniques attendus, on passe à l'évaluation préclinique. Les tests précliniques se font soit sur des modèles animaux, soit sur, avec le développement aujourd'hui, mais bien sûr, actuellement la mode, les droits de l'homme, il y a aussi les droits des animaux. Chez nous, on n'est pas encore à ce stade. D'accord? Mais ailleurs, même les animaux, on n'a pas à travailler à travers. D'accord? D'ailleurs, même chez nous, on n'est pas contrôlé à ce niveau, mais pour publier, par exemple, quelqu'un qui a fait un travail pour publier, c'est une des étapes que les experts vont vérifier. Donc, il y a un comité d'éthique, y compris pour les essais sur animaux. Donc, j'ai dit les essais précliniques, c'est soit sur animaux, soit, avec le développement aujourd'hui, on a essayé de minimiser au maximum le recours aux animaux. Donc, on fait ce qu'on appelle les cultures cellulaires. D'accord? Au lieu de travailler sur un animal entier, on prend une culture cellulaire, surtout par exemple en cancérologie, c'est des cellules cancéreuses sur lesquelles on travaille, soit sur des organes isolés, par exemple, si on veut évaluer par exemple une activité cardiaque, un médicament à activité cardiaque par exemple, on va isoler le cœur d'un animal bien précis et on va l'utiliser pour le test. Donc vous voyez, les 2 étapes ici, ça dure de 0 à 5 ans. Et là, c'est les moyens. D'accord? 0 à 5 ans. Quand tout ça est bon, donc le promoteur, le détenteur de cette molécule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le dossier complet de l'étape exploratoire et préclinique.
quantité, plus, on va voir par la suite le détail, une demande, il va introduire une demande de mener des essais cliniques. Donc il va tester ce médicament sur des êtres humains. D'accord? Et là aussi, la demande va avoir généralement en moyenne 6 mois, 6 à 1 année pour être autorisé. Et on va voir qu'il y a 2 entités différentes auprès desquelles on dépose cette demande. Une fois autorisé, il commence les essais cliniques, la recherche clinique, et vous voyez de 5 ans à 10 ans. Donc, une moyenne aussi de 5 années pour les essais cliniques. Une fois tout est bon, il y a le brevet, le médicament est bon avant de passer à l'étape de commercialisation, on doit protéger cette invention. Donc on doit déposer une demande de brevet. Une fois on a le brevet et aussi l'AMM qui dure généralement de 1 année à 18 mois, juste la demande d'autorisation. Elle prend généralement 1 à 18 mois, 1 an à 18 mois pour être autorisé. Une fois on a l'AMM, le médicament est commercialisé. Parce que AMM veut dire autorisation de mise sur le marché. D'accord. Donc c'est une autorisation pour commercialiser ce produit. Donc le fabricant va commercialiser son produit et bien sûr à partir de là, vous voyez déjà à peu près 15 ans, à partir de là, on va commencer la 4e phase des essais cliniques qui n'est autre que la pharmacovigilance. On va continuer à surveiller ce médicament en post-commercialisation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes, certains effets qu'on n'a pas pu mettre en évidence pendant toutes ces phases. C'est en généralisant l'usage de ce médicament que d'autres effets vont apparaître. D'accord? Donc on va continuer à le surveiller et à évaluer toujours, faire la balance bénéfice. Vous voyez, 20 ans, au bout de 20 ans, donc généralement 15-20 ans, c'est la moyenne du brevet. Vous voyez ici, expiration du brevet. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous avez, on peut dans certains cas, selon la réglementation soit des pays, soit des régions, par exemple l'Europe, d'accord? On peut demander un prolongement du brevet, d'accord? Qu'on doit justifier et qui peut être autorisé aussi. Donc, vous voyez 5 ans maximum. On peut prolonger le brevet de 5 années maximum. Ensuite, le brevet expire. Il y a un terme, une phrase qui est utilisée que vous allez voir par là. Peut-être, et on dit que le médicament est tombé dans le domaine public. Quand vous entendez tomber dans le domaine public, ceci égale expiration de son produit. Ça veut dire que ce produit ne sera plus fabriqué par l'inventeur. Il doit peut-être pouvoir génériqué par le collaborateur. D'accord? On va le copier à différentes régions du pays. D'accord? Donc le brevet sert à limiter, donc à laisser uniquement l'inventeur comme seul producteur. 1, pour rembourser ses frais. 2, pour faire un bénéfice en contrepartie à son invention. D'accord? Donc le GIH, pendant 15-20 ans, je prends directement l'invention et je commence à fabriquer le médicament. Donc c'est pas possible. Parce que c'est des millions, des centaines de millions de dollars qui sont, si vous voulez, dépensés dans cette recherche. Donc il doit d'abord rembourser ses frais et faire un bénéfice. D'accord? C'est pour ça qu'on donne des brevets pour protéger ses producteurs. Vous le remboursez, vous savez? Donc les phases techniques, bénéficiaire et si vous voulez, donc on a la partie analytique, la première, si vous voulez, ça concerne surtout la partie physico-chimique du médicament, parce que tout médicament est une substance chimique. Donc les propriétés physico-chimiques, la stabilité, il y a des études de stabilité, ce que vous voyez sur le conditionnement des médicaments. La date d'expiration, date de fabrication et date d'expiration. La durée, 2 ans, 4 ans, 5 ans, d'accord? C'est des études de stabilité qui sont positives, d'accord? Au bout desquelles, le médicament est plus stable, et donc c'est grâce à ça qu'on fait, si vous voulez, la limite de l'usage du médicament. Ensuite, vous avez la partie caninique.
D'accord? C'est la formulation. Donc la présentation du médicament sous une forme pharmaceutique bien déterminée, soit destinée à la voie orale, soit à la voie parentérale. D'accord? Et donc le choix des excipients. Les excipients, ce sont les, si vous voulez, les substances qu'on rajoute au principe actif qui est le médicament. D'accord? Pour lui permettre, faciliter soit l'effectivité pharmacocinétique, d'accord, améliorer sa biodisponibilité, soit au contraire éviter certains, par exemple en pédiatrie, on a ce qu'on appelle les édulcorants. Hein, les enfants n'aiment pas parce que la majorité des médicaments ont un goût amer. Donc c'est pour cela que les médicaments des enfants, généralement, on leur ajoute des édulcorants, d'accord, qui ont des goûts un petit peu sucrés. D'accord? Voilà, pour faciliter, si vous voulez, la consommation de ces médicaments par les enfants. Donc ça, c'est les excipients. Donc tout ça aussi, si vous voulez, c'est une forme de recherche. Il va se casser la tête. Quels sont les excipients? Quel est le procédé de fabrication? D'accord? La composition exacte, la teneur, tout ça. Voilà, c'est une recherche qui va être menée aussi pendant un certain temps pour avoir la meilleure façon d'avoir la meilleure disponibilité. D'accord? Et ça, c'est parmi les trucs que le fabricant garde top secret. On le divulgue pas. Le travail sur les notices RCP. D'accord? Donc, si vous voulez, dans le guidage, qui est le RCP, vous allez retrouver quand les excipients, mais non. Tel, point. La teneur, généralement, on ne la retrouve pas, sauf si c'est un générique. Et aussi, le procédé de fabrication. Le procédé de fabrication aussi, on ne le retrouve pas. Ça, c'est un truc qui est top secret. Par exemple, pour les comprimés, les formes solides, par exemple, vous avez des étapes nécessitant de l'humidité, de la température, d'accord? La température, elle est de combien? L'humidité de combien? Le temps pendant cette phase, il est de combien? Ils ont fait objet de recherche. Donc, une des étapes, que ce soit la température, la durée, le taux d'humidité et tout ça, ça va me donner un médicament. Même si j'ai les mêmes excipients, je n'aurai pas exactement le même médicament. C'est pour ça qu'il y a la différence entre générique et princeps. D'accord? Même quand vous avez exactement la même composition. La différence, c'est où? C'est le procédé de fabrication. D'accord? Donc je donne l'exemple toujours d'artère. Shorba, les mamans avec les grands-mères. On vous donne exactement les mêmes choses, les mêmes ustensiles, la même cuisine, le même temps. Donc la suite de la grand-mère sera la plus grande, ensuite la selle de la maman, ensuite le terre. Alors que vous avez eu exactement la même chose. C'est la même chose ici. Donc c'est le procédé de fabrication. La main qui va différer entre les trois. Donc troisième partie, c'est le dossier de toxicologie, dans la toxicité. Donc on va juste détailler un petit peu, essayer de détailler tout cela. Quatrièmement, c'est la pharmacodynamie, la partie pharmacodynamique, et enfin, la partie pharmacocinétique. D'accord? Ce sont les 5 parties, si vous voulez, qu'on retrouve dans un dossier d'un médicament. Donc, ce sont les différentes 5 parties retrouvées dans un dossier de médicament. Donc là, les essais, si vous voulez, de toxicité et de pharmacologie. Vous avez toxicité aiguë, subaiguë, chronique, mutagénèse, carcinogénèse, effet sur la reproduction et bien sûr la partie pharmacologique, pharmacocinétique animale et pharmacodynamique. Donc, si vous voulez, les essais de toxicité ici, vous allez voir, on va les diviser en deux. Vous avez ce qu'on appelle les pré-requis et les essais post-requis. Donc, il faut bien saisir cette notion de pré et de post-requis. D'abord, quels sont ces essais pré-requis pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc, là, on a la toxicité aiguë, la subaiguë et la mutagénèse. Les post-requis, on a la chronique, la cancérogénèse et la tératogénèse. Cette notion de pré-requis et de post-requis, c'est par rapport aux essais cliniques. Donc, on ne peut pas introduire une demande d'essai clinique si on n'a pas réalisé les prérequis. D'accord? Impossible. Donc, les prérequis, c'est une condition pour pouvoir passer aux essais cliniques. Par contre, les post-requis,
commencer en parallèle avec les essais cliniques. Pourquoi? Tout simplement, c'est une question de temps. Vous avez vu tout à l'heure 20-25 ans. D'accord? La moyenne, 15-20 ans pour un nouveau médicament. Donc la toxicité chronique, la carcinogénèse, c'est des études qui se font sur plusieurs années. D'accord? C'est des années. 7 ans, 10 ans, des fois. D'accord? Selon l'espèce animale utilisée, on peut aller jusqu'à 10 ans. Les essais cliniques, par exemple, l'année qui freine, des fois jusqu'à 5 ans, une moyenne. D'accord? Donc pour ne pas trop s'étaler, les essais prérequis, il n'y a pas de question. Si on n'a pas les résultats des essais prérequis, aucun essai clinique ne sera autorisé. Par contre, les post-requis, c'est pour ça qu'on dit post. C'est-à-dire on peut les lancer une fois qu'on a eu l'autorisation de mener des essais cliniques. Donc les on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on en détermine, et la mutagénèse ici. Donc pourquoi la mutagénèse? Vous voyez ici carcinogénèse, cancérogénèse, ce qu'on voulait, et mutagénèse. Donc les deux, il y a une certaine ressemblance, mais ce n'est pas la même chose. Donc il y a une règle, tout ce qui est mutagène et cancérigène. D'accord, ça c'est une règle. Tout ce qui est mutagène et cancérigène ou carcinogène. L'inverse est faux. Tout ce qui est cancérigène n'est pas forcément mutagène. Il peut être mutagène, mais n'est pas forcément mutagène. Donc une des raisons du développement des cancers, c'est la mutation. Mais il y a d'autres raisons, d'accord, responsables de la cancérisation. Donc c'est pour ça que la cancérogénèse, on la laisse par la suite. Par contre, la mutagénèse, on doit prouver que le médicament n'est pas mutagène pour pouvoir autoriser un essai clinique. Donc on ne va pas tester un médicament sur des humains alors qu'on n'est pas sûr qu'il n'est pas mutagène. D'accord? Est-ce que c'est saisi cette notion de pré et post-requis? D'accord? Donc l'intérêt de cette partie, c'est de vérifier l'inocuité. L'inocuité qui veut dire l'absence de toxicité. D'accord? C'est la sécurité. Autrement dit, innocuité du produit, les organes et les tissus cibles. Vous avez maintenant tous les types de toxicité, d'essais de toxicité qui sont menés, font pratiquement, on fait la même chose. Donc on détermine quels sont les effets toxiques, quels sont les organes et les tissus touchés par cette toxicité. D'accord? Parce qu'on fait, si vous voulez, je vais encore un petit peu détailler par la suite. Les fonctions physiologiques d'intérêt, les risques génotoxiques et cancérogénèses et les risques de malformation pour les essais de reproduction. D'accord? D'ailleurs, c'est grâce à ces études que vous allez retrouver dans le RCP, par exemple, le médicament a des effets gératogènes. D'accord? Oui? Donc, les essais prérequis. Les essais prérequis, toujours, on commence par l'essai de toxicité aiguë. D'accord? Aiguë, c'est par rapport à l'usage chez l'être humain. Donc, c'est un essai qu'on va évaluer en donnant une dose unique. S'il vous plaît, la prochaine fois, ce sera la fête de cette classe. D'accord? Allez-y. D'accord? Ça vous regarde, vous êtes des adultes, nous, on est tenus de faire notre travail, notre boulot, mais le fait de nous déranger de cette façon à chaque fois, ça ne se fait pas. Donc j'ai dit, dose aiguë, on donne une seule dose. C'est un essai dit à dose unique. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le terme aigu. Donc vous prenez une seule dose et on va voir. D'accord? Donc on détermine deux sortes de paramètres. Le premier, c'est la dose minimale mortelle. Dose minimale mortelle, c'est-à-dire à partir de quelle dose on va commencer à observer une mortalité chez les animaux. C'est ça la dose minimale mortelle.
D'accord? Il y a bien sûr une manière de le déterminer, c'est pas par voie orale, donc vous voyez, elle est déterminée par IV. C'est une IV lente, IVL, d'accord? L'animal, on lui éjecte une dose par IV lente ou perfusion continue, et on voit. Donc il y a au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il y ait mortalité. Une fois on a atteint la mortalité, on arrête et on calcule la dose qui a été donnée à l'animal. Donc ça c'est la DMM. D'accord? Ensuite, on détermine la dose létale 50. La dose létale 50, c'est quoi? 50, c'est-à-dire 50% de mortalité. On a différents lots. Chaque lot reçoit une dose, bien sûr, on donne des doses progressives. D'accord? À chaque fois, chaque lot reçoit une dose supérieure au lot précédent. Et on va monter, on a un nombre d'animaux dans chaque lot. D'accord? Et la dose avec laquelle on a noté, c'est la moitié des animaux morts, ça sera la DL50. D'accord? D'accord. Donc on va dire, on va dire que vous êtes ici 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 lots, par exemple. Et un lot témoin, d'accord? Parce qu'il nous faut toujours un lot témoin qui reçoit ce qu'on appelle le véhicule. Soit de physiologique, le truc dans lequel on a dévié le médicament, par exemple. D'accord? Ou l'eau pour préparation injectable qui serait une voie parentale. Et les autres lots vont recevoir des doses croissantes. D'accord? Par exemple, on a 0,5 mg, ensuite, par exemple, 1 mg, 1,5 de litres. C'est un exemple. Ne prenez pas ça, c'est des chiffres. Juste pour comprendre. Et à chaque fois, il y a des morts. Le premier lot, il n'y a pas de mortalité, zéro. On a par exemple 1 mort. C'est des animaux menchiribels. D'accord? On ne teste pas ça, c'est des. Donc les essais cliniques, c'est autre chose. Donc un mort par exemple, on a égal 3, et ici par exemple 5, vous voyez par exemple 100. La totalité du lot est morte. Donc on va voir en fonction du nombre d'animaux par lot. Par exemple, on va dire 5, on va dire qu'on a 10 par lot. Donc celui qui a donné 5, c'est 50% des animaux. Donc 2, ça sera la DL50. D'accord? Ça c'est la méthode, si vous voulez, simple. Quand on a 50%. Le plus souvent, on ne l'a pas. Donc on fait ce qu'on appelle la courbe dose-effet. Et ensuite, sur l'axe des ordonnées, on a le 50%. On extrapole sur la courbe, à droite, on extrapole sur l'axe des abscisses, et vous avez votre DL50 déterminé graphiquement. D'accord? Oui. Qui veut? Non, la DMM on y est, c'est pas parce que la DL50, on veut le plus souvent c'est par voie orale, sauf si le médicament n'est destiné à être utilisé par voie intraveineuse. D'accord? On peut utiliser la voie orale, on ne détermine pas la DMM, elle est déterminée en IVL. D'accord? Ou bien perfusion continue. Donc, oui. Ça sert à quoi de déterminer la DL50? Toxicité, le niveau de toxicité. Et la DL50 va servir avec ce qu'on appelle la dose efficace 50. Parce que l'activité aussi, on fait la même chose. Au lieu de déterminer la mortalité, on évalue l'efficacité. DL50 sur DL50 avec un index thérapeutique. D'accord? Donc j'ai dit par exemple la DMM, vous voyez le choix des doses pour la détermination de la DL50, c'est tel qu'il est. À partir de la DMM, on va se projeter quels sont les paliers de doses qu'on va donner pour déterminer la DL50. D'accord? Donc les morts, il faut se mettre une chose dans la tête. Donc avant de mourir, on doit surveiller les animaux. C'est une surveillance pratiquement qui se fait sur 2 semaines chez les rats et les souris. C'est un essai qui dure 14 jours. D'accord? Donc pendant 2 semaines, y compris l'alimentation. Est-ce qu'ils sont en train de manger, de boire normalement? Est-ce qu'il y a une baisse de la nourriture? On voulait de lire. D'accord? Est-ce qu'il y a des effets qu'on peut noter visuellement? Par exemple, des crampes, d'accord? Ça dépend du phénomène. Ensuite, à la fin, les animaux qui sont morts, on va les autopsier.
D'accord? Et bon, on va ouvrir et faire une autopsie. On va arrêter de rechercher quels sont les tissus et les organes cibles et quel est le phénomène. C'est comme ça qu'on découvre, par exemple, est-ce que le produit se trouve pour la carcinogénèse. On va déterminer quel est le type d'organe qui est touché et quel est le type de cancer. D'accord? S'il y a des cancers, on fait de l'anapathe aussi. D'accord? Donc l'autopsie, elle est obligatoire. Ça, c'est, si vous voulez, la toxicité aiguë d'une manière générale. J'ai dit, on utilise le témoin, généralement, et 6 à 7 lots essais. Le lot témoin ne reçoit uniquement le véhicule. D'accord? Parce que des fois, je vais vous donner un exemple, il y a certains alcools qui sont utilisés pour, si vous voulez, diluer les médicaments. Et donc, certains alcools, ils sont toxiques. En les injectant en souris ou au rat, déjà vous avez une mortalité. Là, le médicament, sans la substance. D'accord? Donc, le lot témoin, il va toujours servir pour la comparaison et il va servir pour le calcul justement d'un pourcentage. 20%, 50%, parce que vous avez le lot témoin qui est toujours pris en considération dans la formule 3. D'accord? Ce qu'on a obtenu dans le lot essai, moins témoin sur témoin fois 100. D'accord? Donc, deuxième type d'essai prérequis après la toxicité aiguë, et dose unique, là on va donner des doses répétées. D'accord? Doses répétées à court terme. C'est ça la sub-aiguë. À court terme, chez les, si vous voulez, les rongeurs, les rats par exemple, c'est une aiguë qui se fait sur 3 mois. Vous voyez, on passe de 2 semaines à 3 mois. D'accord? Pendant 3 mois, à chaque fois on donne des doses et on continue à surveiller, à noter, et tous les animaux morts sont en autopsie. D'accord? Il y a une autopsie qui se fait systématiquement. Ce que j'ai oublié tout à l'heure de dire, donc généralement pour tous ces essais, on utilise toujours 2 espèces différentes de mammifères. D'accord? 2 espèces différentes, et dans chaque espèce on utilise les 2 sexes. Donc un essai qui se fait sur les mâles et un essai qui se fait sur les femelles. D'accord? Bien sûr, en fonction de, si vous voulez, de l'activité recherchée. Donc il y a une similitude, si vous voulez, sur le plan physiologique. Le plus souvent, les animaux qui sont très utilisés, c'est les rats et les souris, les rongeurs. Parce qu'il y a, c'est le rat, si vous voulez, la souris, c'est l'animal qui présente la physiologie la plus semblable à celle de l'homme. Mais dans certains cas, par exemple, le chat, pour le SNC, les études concernant le SNC, généralement c'est le chat qu'on prend. D'accord? Donc en fonction de l'organe cible, des fois on change d'animaux, donc on va cibler d'autres animaux qui sont plus semblables à la personne. Ça peut être des chiens, ça peut être des singes. Bien sûr, plus vous augmentez la taille de l'animal, plus le coût augmente. La souris, généralement, elle coûte 50 dinars, un rat 100 dinars à peu près, mais un chien, c'est pas 100 dinars. Un singe, non. Le singe, déjà de ce type de singe, alors là, avoir carrément plusieurs singes, c'est pas évident, c'est pas donné. Donc vous voyez déjà, rien que les essais précliniques, c'est coûteux. Alors là, on va passer aux êtres humains, vous allez voir, la facture va devenir encore plus sale. Donc j'ai dit, vous avez généralement un lot témoin contrairement à l'essai aigu, où on a des 6 à 7 lots essais. Pour la toxicité subaiguë, on a un lot témoin et 3 lots essais. D'accord? 3 lots essais, 3 doses différentes pour chaque sexe. D'accord? Vous voyez donc 10 à 30 A. Si c'est les chiens, 5 à 10. Plus, j'ai dit, l'animal est un grand animal. Donc maintenant, on va réduire le nombre d'animaux. La voie utilisée, on va utiliser généralement la voie qui est prévue, d'accord, qui est souhaitée si le médicament arrive à commercialisation, plus généralement on fait appel à la voie parentale. Généralement on comprend toujours 2 voies différentes qui est la voie travaillée. Donc il y a une dose forte, une dose faible et une dose intermédiaire entre les deux. D'accord? Je n'ai pas voulu donner tous les détails parce que c'est un casse-tête. En plus, il y a beaucoup de choses qui restent. D'accord? J'essaie de vous donner un petit peu juste
pour savoir ce qui se fait. Donc, contrairement à l'essai de toxicité aiguë, où on prend le premier jour une seule dose et on arrête, il n'y a plus d'administration par la suite. Pendant les 14 jours, un suivi. Par contre, la toxicité subaiguë, on reprend la même dose quotidiennement, chaque jour, et on est en train de surveiller pendant 3 mois. J'ai dit quand il s'agit de rongeurs. Parce que les animaux, les grands animaux, les singes, les chats, les chiens, la durée elle est encore plus longue. D'accord? On passe aux animaux. D'accord? Troisième test, c'est l'essai de mutagénèse. Donc là, l'essai de mutagénèse, on a plusieurs types d'essais. Il y a un test qui est très utilisé. Donc vous voyez que les causes de mutation de la mutagénèse, soit au niveau génique, des mutations géniques, soit des aberrations chromosomiques, ou carrément un effet sur l'ADN. Donc ce qui nous intéresse ici, donc il y a plusieurs essais qui sont utilisés. Un des essais qui sont très utilisés, c'est celui qui porte le nom de son inventeur, Hans. D'accord? Le test d'Hans, il détecte une mutation, vous voyez, réverse. D'accord? Un gène muté en type sauvage. Pour mieux comprendre, donc il prend une souche de salmonelle, qui est responsable de la typhoïde. Salmonelle, d'accord? Salmonelle, en temps normal, si vous voulez, la souche sauvage, elle est histidine plus, c'est-à-dire elle peut croître en absence d'histidine. D'accord? Nous, on prend des souches mutées qui sont histidine moins, incapables de croître dans un milieu où il n'y a pas d'histidine. Donc on fait exposer ces souches à cette substance, ce futur médicament. S'il est mutagène, il y aura une poussée de colonies de salmonelle. Ça veut dire que les salmonelles, c'est bon, elles ont muté, elles ont acquis cette mutation histidine plus, donc elles n'ont plus besoin de l'histidine pour se croître. D'accord? Par contre, s'il n'y a pas de développement, ça veut dire que le médicament n'est pas mutagène. D'accord? Donc ça, c'est un exemple des tests de mutagénèse. Il y a d'autres, il y a un test qui se fait sur une sorte de mouche Drosophila, d'accord? Une coloration des yeux, ça va fonctionner, si vous voulez, ça va se répercuter sur la coloration des yeux de ces mouches. Et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs tests, c'est juste l'exemple le plus connu, le plus utilisé. Un exemple, vous allez retenir ça, mieux que de citer tous les exemples, et vous n'allez retenir que pour ça. Donc pour les post-requis, donc les prérequis, on a dit avant, c'est prérequis par rapport aux essais cliniques. Donc on ne peut pas faire d'essais cliniques si on n'a pas déterminé l'inoculité pendant les 3 mois. Et une mutagénèse. D'accord? Si à n'importe quel moment il y a un problème au niveau de ces 3, on arrête. C'est pas la peine de continuer. Un produit qui est mutagène, c'est bon. D'accord? On arrête tout en bolo. Donc on va rechercher une autre substance. D'accord? Par contre, s'il n'y a pas de problème, on va continuer les post-requis et les essais cliniques, si on veut les lancer aussi, on va aller. Monsieur, Oui? monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris le test d'Hermès. J'ai dit, vous avez des souches de salmonelle mutées, histidine moins. C'est-à-dire, pour pousser, pour avoir des colonies dans les boîtes de pétri, vous devez mettre dans le milieu de culture de l'histidine. S'il n'y a pas d'histidine, on ne peut pas pousser. En présence d'un agent mutagène, donc en faisant le contact entre cette substance qu'on est en train d'étudier et cette souche de salmonelle, on va constater qu'il y a développement des colonies de salmonelle. Ça veut dire que ces salmonelles qui étaient histidine moins ont muté et ont devenu histidine plus, parce qu'il n'y a pas d'histidine. D'accord? Par contre, s'il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de mutation, tout simplement. C'est simple. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit réverse, parce qu'en réalité, salmonelle, elle est histidine plus, elle n'est pas histidine moins. Donc on fait l'inverse. Et déjà, elle est histidine moins, une fois, est-ce qu'elle va redevenir en phénotype sauvage ou non? D'accord? Ah, c'est bon. Ici, les mutagènes, c'est bon. On arrête ce qu'on a perdu comme argent et comme temps. Voilà, c'est bon. Voilà. D'accord? Vous allez revenir à la case départ. D'accord?
Donc j'ai dit les post-produits maintenant. Vous avez la chronique. Donc la chronique, si on parle de rongeurs, pour les rongeurs, c'est aux alentours d'une année. S'oubliera. D'accord? Une année. Par contre, si vous prenez des animaux plus grands, la moyenne elle tourne autour de 3 ans. D'accord? 3 ans. La carcinogénèse, c'est encore plus. On peut aller jusqu'à 5-7 ans, en fonction de l'espèce animale. Pourquoi cette période? C'est pour les traitements qui sont censés être pris de façon chronique. Hein, les antidiabétiques, les médicaments de cardio, les maladies chroniques. D'accord? Un médicament qui est censé pris par l'ordre en cas où il va atteindre le commerce de façon chronique. D'accord? Et cette durée, pour chaque espèce, elle est déterminée en fonction, j'ai dit, en calculant sur la majeure partie de la vie de l'animal. Donc une année parce que les rongeurs, les rats et les souris, la vie de c'est au-delà d'une année, ça y est, d'accord? Contrairement au chien, il peut atteindre 7-10 ans. C'est pour ça qu'on fait les essais sur 5-7 ans. D'accord? Donc la majorité de la vie de l'animal, qui correspond à la même chose, la majeure partie de la vie de l'homme. Donc la même chose comme pour la subéru, on donne une dose journalière. D'accord? On va faire une répétition. On recherche non seulement la chronicité et l'effet cumulatif de la toxicité. Donc la carcinogénicité, j'ai dit, généralement, c'est 3 années, on peut aller jusqu'à plus de 5 à 7 ans, contrairement à la chronicité, où c'est 3 ans. Toujours, vous avez deux espèces de mammifères, avec les 2 sexes, et bien sûr, 2 voies d'administration. D'accord? Et au quotidien, on est en train de surveiller les animaux. À chaque fois qu'il y a un symptôme qui apparaît, on le note. D'accord? Et que l'animal mort est autopsié de A à Z. D'accord? De la cervelle, tous les organes sont filmés. Et s'il y a un organe dans lequel on voit qu'il y a un tissu anormal, une croissance anormale, donc un cancer, il y en a pas qui fait. D'accord? Pour déterminer le type exact de cancer. La reproduction. Là, on a de façon très sommaire, comment on fait, donc, si vous voulez, le médicament est testé à 3 niveaux. Le premier niveau, donc segment 1, étude sur la fertilité, c'est-à-dire on va tester la substance sur les gamètes mâles et femelles. Est-ce qu'il y a une transformation quelconque sur les ovocytes et sur les spermatozoïdes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire ou non? D'accord? Le segment 2, c'est la tératogénicité d'une manière générale. Embryo et phétotoxicité. D'accord? Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'accouplement. On va prendre les gamètes et plutôt donner le médicament à des animaux de sexe masculin, des mâles, et donner aussi à des femelles la même substance. Ensuite, on prélève les gamètes et on va les étudier pour voir s'il y a des problèmes quelconques. Ça, c'est le segment 1. Le segment 2, on donne pendant une certaine durée le médicament à ces 2 sexes, donc mâle et femelle. Ensuite, il y a des accouplements qui sont faits. Les accouplements, ce n'est pas uniquement traité. Donc on donne mâle traité, femelle non traité, femelle traitée, mâle non traité, et les 2 traités. Donc le ch'toukou, c'est compliqué. Donc c'est un casse-tête. Donc on prend des mâles traités qu'on va accoupler avec des femelles non traitées, ensuite des mâles non traités avec des femelles traitées, et à la fin, les 2 ayant reçu le médicament. D'accord? Pour voir s'il y a un effet tératogène ou non. Donc enfin, le segment 3, l'étude de péri- et postnatalité. Donc on va donner le médicament juste le dernier mois, si c'est la femme. Ce sera le dernier mois. Donc chez les animaux, par exemple, le rat et souris, ça sera les 2 derniers jours, par exemple, parce que la gestation, la grossesse chez l'homme est appelée gestation chez l'animal. Donc la gestation chez les rats et la souris, elle est de 3 semaines.
D'accord? On va se mettre 21 jours. Marche, en jours. On va donner par exemple les 3 derniers jours la substance pour voir est-ce qu'il y a une toxicité périnatale. Et ensuite, on donne le médicament pendant la période d'allaitement, d'accord, pour voir s'il y a une toxicité postnatale sur le fœtus. D'accord, le passage dans le lait maternel et ainsi de suite. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est grosso modo la partie préclinique. Là, vous avez énormément de choses. Vous avez beaucoup et j'ai pour du vide. D'accord? C'est pas pour vous embrouiller. En moi, je sais, je suis sûr que vous avez retenu quelque chose. D'accord? Donc, c'est pas évident. Si on s'amuse à la détailler, croyez-moi, c'est énorme. Je veux un petit peu donner plus de temps à ça. Là aussi, c'est très important. Donc, j'ai dit une fois, le promoteur, celui qui détient la molécule inventée. D'accord? Le futur médicament. A terminé la phase préclinique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un dossier complet de la découverte de la substance jusqu'au dernier essai préclinique. Donc c'est tout un dossier. Avec une demande de mener un essai clinique. D'accord? Il va donner, on va voir, auprès de 2 entités différentes. Avec la demande. Et tout le dossier de la partie préclinique, il doit préciser le lieu de l'essai clinique, quels sont les sujets inclus dans l'essai clinique, les médecins qui vont être sollicités pour faire l'essai clinique, pour le suivi, l'essai d'intervention. D'accord? Parce qu'on peut l'essai clinique. Donc il doit donner non seulement nom, prénom, CV, téléphone, adresse mail, adresse physique, d'accord, adresse interne de laboratoire, et donc l'entité qu'on va donner, qu'on va voir, ils vont vérifier le tout. Et donc généralement, le dossier, surtout auprès du comité d'éthique, quelqu'un qui a l'habitude de mener des essais cliniques, de participer dans les essais cliniques, le dossier terme va passer rapidement par rapport à quelqu'un qui n'a jamais participé dans un essai. Oui. Un médecin qui n'a jamais fait objet, qu'on n'a jamais sollicité dans un essai clinique, il a déjà un peu d'expérience. Au moins, donc le dossier terme, il passe un petit peu rapidement. Donc on le prend plus au sérieux que quelqu'un de novice. D'accord? Voilà, de façon très sommaire aussi. Donc on va définir quelques notions avant de parler des essais cliniques. Il y a des notions qui vont revenir, que vous allez comprendre et que vous devez comprendre. Il y a la notion d'ouverture, d'accord, essai ouvert ou contrôlé. Un est l'opposé de l'autre. Donc l'ouverture et le contrôle, c'est par rapport à l'information. D'accord? Est-ce que les sujets et les investigateurs, les médecins aussi qui participent, sont informés de ce qu'on donne, de ce qu'ils donnent aux malades, eux et les malades, ou les volontaires, on va dire les volontaires. D'accord? Parce que des fois, c'est des sujets simples. S'ils sont informés, ou c'est l'un est informé, on va parler d'ouverture, ouvert. C'est un essai ouvert. Lorsqu'on contrôle l'information, on va éliminer un des deux. On va parler de contrôle et on va parler surtout de la deuxième ligne, l'aveugle ou l'insu. À l'insu des volontaires ou à l'insu des médecins, ou à l'insu des deux. Donc c'est pour ça qu'on va dire simple aveugle ou simple insu, double aveugle ou double insu. Donc un simple aveugle, ça veut dire qu'on a éliminé les volontaires. Ils ne font pas informer, mais la même chose. D'accord? Il prend le médicament à l'heure définie, de la manière définie qu'on a. D'accord? Quand les médecins aussi ne sont pas informés, on va les écarter. Là aussi, on va parler du double aveugle. D'accord? Ça veut dire et les volontaires et les médecins ne sont pas informés. Donc c'est des codes. D'accord? Les médicaments sont présentés sous forme de numéros et ils sont identiques. D'accord? ما نخليو لهم خلاص الحاجه اللي قال باش يعرفوا بها.
Donc ils sont présentés de la même manière, que ce soit les blisters ou même les boîtes. Vous donnez le médicament numéro tel, ensuite après une certaine période vous allez donner tel et vous allez faire la surveillance. Monsieur, Oui. pour quelle raison? Voilà, on va y arriver. D'accord? Je vais arriver à la question où tout simplement je vais répondre. D'accord? Ça va bien, ça. Je vais m'étaler, je vais oublier. Alors, qui peut me répondre à votre collègue? Pourquoi on élimine? Il y a la notion de contrôle. Le 5, le double aveugle. La psychique. Hein? Psychiquement, Une amie. psychiquement c'est le malade. Hein, faire, C'est le malade. sujet, verbe, objet, hein, complément d'objet direct. Allez-y. Pour éliminer, vous êtes sur la piste. Vous êtes très très bien, mais il faut bien formuler la réponse. Allez-y, allez-y. C'est le malade prend des médicaments على اساس يحيي الستريس يقول même si انت ما تاخذش الميديكامون غتروح بها حلوه يقول لك وي فريمون راح الستريس وي فريمون. Comment on appelle ça? Ah, placebo. Placebo. L'effet placebo. Donc ça c'est pour le malade. L'effet placebo. Et pour le médecin? Secret On médical. bien placé. C'est pas une sorte de conflit d'intérêt. ما يهزش le secret pour le secret médical. Non. Le secret médical, quel que soit X, il doit le faire. واش ما Rien يبغيش à voir avec le يركز على secret. حاجه معينه ما يبغيش يركز على فلت حاجه مثلا تريتمون كارديوفاسكولار يولي يعس غير في Ou les focaliser. يبغي ما يعسش C'est quand il sait que le truc c'est un médicament d'absent. Parce que pourquoi? On va voir, parce que je préfère, je réponds maintenant. Et par la suite, je vais aller rapidement là où je suis censé répondre à cette question. Il n'y a pas de souci. Donc des fois, vous allez voir au niveau de la phase 3, on est censé comparer le nouveau médicament avec un autre qui est appelé référence. D'accord? Donc la comparaison, elle se fait soit par rapport à un médicament anciennement existant dans le traitement de la maladie X. Des fois, on fait appel à ce qu'on appelle le placebo carrément. On donne un médicament qui est inerte, qui ne contient rien. D'accord? Et donc, quand c'est un placebo, on tire les belles que les placebos. Est-ce que là, on peut dire parce que la belle est d'accord? Et le fait de ne pas être sérieusement présent sur les lieux, même le sujet qui soit influencé, il n'est pas bête. Les médecins ont dit ça veut dire que je n'ai rien pris. Donc, il est orienté dans sa réponse. Donc, les réponses qu'on va avoir par la suite seront ce qu'on appelle des réponses subjectives. Alors que nous, on doit rechercher des réponses objectives. Voilà. Donc, c'est les termes scientifiques que je voulais voir. La subjectivité. L'aveugle va éliminer la subjectivité de l'un et de l'autre. D'accord? Par contre, là où il y a un médicament, d'accord? Parce qu'il a donné quelque chose d'actif. D'accord? Et là, c'est de la subjectivité et ça va influencer, j'ai dit, même les volontaires. Donc, éliminer la subjectivité. Donc, je reviens toujours à la première ligne. Donc, dans la manière de faire un essai clinique, il y a deux façons. Donc, il y a ce qu'on appelle les essais croisés, crossover, et il y a les bras parallèles. Donc, déjà, le terme se définit par lui-même. Bras parallèles. C'est-à-dire que vous avez l'échantillon qui est divisé en deux groupes. Parallèles, ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. On ne croise pas, contrairement à l'essai croisé. Donc, chaque groupe reçoit une substance. D'accord? Et on va, pendant toute la durée de l'étude, surveiller et comparer les deux. Par contre, l'essai croisé, chacun reçoit une substance pendant une certaine durée, on arrête une certaine période, ensuite on change, on croise, c'est pour ça qu'il est appelé croisé. La substance donnée au groupe A elle sera donnée au groupe B,
B, et la substance qui a été prise en premier temps par le groupe B sera donnée au groupe A. On va croiser. Voilà, maintenant là aussi je vais continuer pour répondre. Ah bon, il n'y a pas de la question, mais c'est à moi de vous donner la question. Donc j'ai dit lorsque c'est un essai croisé, la première substance, on va attendre une certaine période, ensuite on croise. La période d'attente est appelée wash out en anglais. Wash out. D'accord? Qui veut dire la substance est complètement éliminée de l'organisme. D'accord? C'est ça wash out. D'accord? To wash, donc c'est wash out. Généralement, cette période de wash out est égale à 7 fois, voire 8 fois la Tn2, le temps de demi. D'accord? Donc au bout de 7 fois la demi-vie, on est sûr qu'il y a vraiment peu de traces de médicaments. Pratiquement tout le médicament est éliminé. À ce moment-là, on va croiser. On va changer, donner les substances entre les deux groupes. D'accord? Et refaire la même chose. On va surveiller et voir les effets. D'accord? Donc c'est ça la période de recherche. Maintenant, en matière d'objectivité et de fiabilité de l'étude, les essais croisés sont nettement meilleurs par rapport au parallèle. Un essai clinique en parallèle, c'est déjà le top des études. Encore plus d'un cran, vous avez l'essai croisé. C'est quoi l'intérêt qu'apporte un essai croisé? Alors, il est meilleur par rapport à un bras parallèle. Comparaison, pour faire la comparaison. Là, vous avez bien orienté là. Qui connaît deux échantillons. On va faire la comparaison de médicaments, la comparaison de la première administration, la deuxième administration. Alors, prochain d'autre. Allez, j'ai essayé. Hein? Est-ce que le médicament B est plus efficace qu'un C'est déjà le but de la comparaison. Monsieur, parfois. Mais croiser, c'est pas le but. Dans le prescription médicale, on dit parfois il faut prendre ce médicament avant ce médicament, après ce médicament. Donc, ni être aussi. Rapide. Pour voir l'effet des interactions. تحولتي لي كامل. Pour regarder juste le pour rester terre à terre. Des fois, les réponses, elles sont vraiment très simples. Tu vois la planète Mars, alors que la réponse, elle est sur Terre. Adaptation de l'organisme. Hein? Adaptation. Adaptation. Le corps. Hein? Comparaison. Le terme comparaison, quand je trouve ma comparaison, parce que c'est ça le truc. Mais malheureusement, ça ne m'a pas donné. Non, mais enfin, voilà, la variabilité interindividuelle. D'accord? Parce que les deux groupes parallèles, vous avez des sujets qui sont différents sur le plan génétique. On n'a pas la même génétique. D'ailleurs, la même maladie. Vous prenez 3 personnes, en donnant la même dose pour 2 hommes, par exemple, ou 3 femmes ayant la même taille, le même âge et le même stade de la maladie, vous aurez 3 différentes réponses. Un qui va répondre favorablement, un qui va répondre excessivement, de façon exagérée, et un qui ne va pas du tout répondre. Pourtant, c'est la même chose. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette variabilité? Parce que les 3 personnes ne sont pas les mêmes. Tout simplement, la génétique va interférer. Donc la composition génétique est différente. Donc comparer deux groupes
génétiquement différents, ça manque un petit peu de... C'est pas vraiment à 100%. Par contre, le laisser croiser, chaque sujet se compare à soi-même dans les deux cas. Je prends la substance A, après une washout, je prends la substance B. Et c'est toujours moi qui a pris les deux. D'accord? C'est toujours le même organisme qui a évalué les deux substances. Donc il n'y a plus de variabilité interindividuelle. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit laisser croiser. Et le temps. C'est le meilleur en matière d'études. Avec bien sûr le double aveugle, aussi c'est le temps. D'accord? Les experts. Donc la qualité de l'information elle est moins fiable qu'un essai au double aveugle. Donc, c'est bien noté ces notions de... Troisième notion, troisième ligne, le promoteur. Le promoteur, c'est tout simplement le détenteur, pour ne pas dire le laboratoire pharmaceutique, qui est le cas le plus souvent. Mais je vais me limiter au détenteur de l'invention, ou bien le demandeur de l'essai clinique. Parce que des fois, un essai clinique ne veut pas toujours dire qu'on va tester un nouveau médicament. Des fois, on pense qu'un procédé thérapeutique X est meilleur qu'un autre. Par exemple, vous avez en oncologie, par exemple. Pour simplifier un petit peu la chose, je vais prendre en onco, d'accord? Un cancer X qui est traité, par exemple, radio, chimio, chirurgie. D'accord? On peut se poser la question, tiens, peut-être en faisant tel protocole de chimio, avec tel protocole de radio simultanément, peut-être qu'il va donner un meilleur résultat que la chirurgie ou que la chimiothérapie. Donc on va comparer, on va faire un essai clinique et comparer les deux. Radio-chimio versus chimio tout seul ou versus radio tout seul et ainsi de suite. D'accord? Ou bien chirurgie ciel ouvert versus celluloscopie. D'accord? Donc là, il n'y a aucune invention qui date, c'est la technique. D'accord? Donc il n'y a pas d'invention. Là, le promoteur, c'est celui qui a demandé à faire l'essai clinique. D'accord? Mais quand c'est un médicament, donc ça sera le fabricant du laboratoire pharmaceutique. Quatrième ligne, l'agence du médicament. C'est une des entités auprès desquelles le promoteur doit déposer une demande de faire un essai clinique et de faire aussi de demander l'AMR. Auprès de cette agence, on demande les deux. Un, l'essai clinique. Deux, l'AMR. À la fin de la troisième phase de l'essai clinique. Cinquièmement, les investigateurs. Les investigateurs, ce sont les médecins, qui vont participer dans l'essai clinique. Et enfin, vous avez le CPPRB, ça dépend des comités de protection des personnes, c'est le comité d'éthique. D'accord? Comité d'éthique qui n'est pas composé uniquement de personnes du domaine médical. Donc on retrouve des avocats, de la société civile, de la sécurité, ainsi de suite. Donc il est composé pratiquement de plusieurs tranches de la société et qui vont étudier la demande avec le dossier pour autoriser, oui ou non, le déroulement de l'essai clinique. Donc la première institution auprès de laquelle on doit déposer la demande de mener un essai clinique, c'est l'agence. Et la deuxième entité, c'est le comité d'éthique. Pour pouvoir mener un essai clinique, on doit avoir l'avis des deux, et du comité d'éthique et de l'agence. D'accord? Si vous avez le refus de la part d'un des deux, vous êtes cuit. Donc il faut avoir les deux. On ne peut pas mener un essai clinique sans on a le refus de l'agence ou du comité d'éthique. Donc généralement les essais cliniques, quand on parle d'essais cliniques ou d'essais thérapeutiques, le plus souvent en tête, ça nous vient uniquement les médicaments. Alors que je viens de donner un exemple, d'accord? La chirurgie ciel ouvert versus cellulose par exemple, d'accord? Donc vous voyez, on peut faire un essai clinique pour comparer différentes façons de diagnostic par exemple, d'accord? Régime alimentaire,
psychothérapie. Hein, et ça se fait. Donc, certainement, vous avez dû voir à l'étranger, dans certains centres hospitaliers, dans certains types de chirurgie qui sont lourds, toi-même, hein, même en neurochirurgie, au niveau de la cervelle, des fois, le sujet n'est pas anesthésié. On ne fait pas d'anesthésie générale. Qu'est-ce qu'on fait? يديروا انستيزي غير Mais on parle de base. Aucune anesthésie, aucun médicament, aucune substance chimique. Oui, c'est quoi le terme? Attendez le terme. C'est ça, psychothérapie. Là? Voilà. L'hypnose. l'hypnose. D'accord? Donc, sur le plan psychologique, le sujet est conscient, il est éveillé, parce que là, j'ai pris l'exemple de la neurochirurgie, dans certaines formes, par exemple pour le Parkinson, d'accord? Il y a une équipe américaine pour tester, il y a une technique, d'accord? Il y a une sorte de puce électrique, pour la tester, pour arrêter les tremblements. D'accord? Ils ont pris quelqu'un qui avait l'habitude de jouer avec au piano, le musicien. D'accord? Donc on ne peut pas voir à ce qu'il arrive à le tremblement et l'autre, s'il est inconscient. On doit le garder éveillé. Donc il n'y a pas d'anesthésie. Donc il a été utilisé. Donc à chaque fois, on lui parlait, il est éveillé. À chaque fois, il répondait. Oui, à chaque fois, on change de zone. La zone concernée. Hop, à chaque fois qu'on stimule cette zone, les tremblements disparaissent, le sujet redevient normal. Et donc, c'est à ce moment, c'est au niveau de ce site exactement qu'ils ont implanté cette puce. D'accord? On rate le cas, anesthésie. Qui va? Pas d'anesthésie في le cas Oui, il y a plusieurs cas où il y a carrément des chirurgiens qui n'utilisent plus ils sont réputés pour ça. Ça a la climatique, la suture. Il y a un centre, par exemple, en France, qui a un professeur, un éminent professeur chirurgien, qui n'utilise plus la suture. C'est un excellent cicatrisant. La cicatrisation de il a testé sur combien d'années plusieurs types de, comment on appelle ça, de miel pur, miel d'abeille. On va le thym, le miel de thym. Donc il خلص ما يخيطش كان يدير directement avec un bon pansement تربح. D'ailleurs le miel pur, en plus d'être un cicatrisant, il y a une activité antibactérienne dedans, en plus, d'accord? Donc c'est en parenthèse. Allez, je peux voir dire. Donc, j'ai dit sur le plan méthodologique des essais cliniques, on a deux volets. Il y a le volet technique, comment on va faire ça. Et il y a un volet juridique. Donc, quelles sont la réglementation qui doit suivre ce développement de ces essais cliniques. Donc, il faut savoir que les essais cliniques, elles se font en 4 phases. Vous avez 4 phases. 1, 2, 3, 4. D'accord? 4 phases. La phase 1, généralement, on utilise des sujets simples. Généralement, la règle générale, c'est des sujets simples. À l'exception, par exemple, en oncologie. D'accord? Parce qu'il y a un paradoxe. Les anticancéreux, si vous les donnez à un sujet sain, ça peut induire un cancer. Oui. Je sais que c'est la vérité. D'accord? Et c'est pour cela qu'il y a des protocoles, les centres anti-cancer, dans les centres de préparation des cytotoxiques, il y a toute une procédure en cas où la personne qui les prépare, le médicament cytotoxique, il va préparer les malades. Il y a la procédure. Parce que ça peut induire un cancer. D'accord? Il traite le cancer, mais il peut induire un cancer. Donc c'est pour cela que dans cet exemple, par exemple, les sujets sains ne sont pas admis.
Donc on va faire appel à des malades. On ne va pas jouer avec la santé des autres. La phase 2, 3 et 4, c'est des malades, c'est des patients. On ne fait pas appel à des suggestions. Donc là, l'autorisation de mise sur le marché est obtenue à l'issue de la phase 3. Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de problème. Quand on a terminé la phase 3 et que tout est bon, le médicament est efficace, et on demande, on dépose avec le dossier comptant tout ce qu'il a obtenu dans les essais cliniques, exactement le tout, avec une demande, et il va attendre entre 6 et 18 mois. D'accord? La demande peut être traitée jusqu'à 18 mois pour obtenir une AMM. Enfin, la phase 4, c'est la pharmacovigilance qui intervient après commercialisation du produit. Donc les 3 premières phases, 1, 2, 3, avant commercialisation, 4, post-commercialisation. Bien sûr, du moment qu'on parle d'essais cliniques, elles doivent se faire après les résultats des essais précliniques. D'accord? 1, 2, 3 avant commercialisation, 4 après commercialisation. Le OU, c'est un milieu clinique. Donc, c'est des essais cliniques. Maintenant, on arrive au comment. 1 et 2 sont non comparatifs. On n'en compare rien. On évalue uniquement la substance implantée, le nouveau médicament. Par contre, la phase 3, c'est pendant cette phase qu'on va comparer ce nouveau médicament avec une référence. J'ai dit la référence, généralement, c'est un ancien médicament efficace dans le traitement de la maladie en question. Des fois, on fait appel à un placebo. Bien sûr, le choix de la référence doit être argumenté, doit être justifié. Si on note tiens, je vais prendre un placebo. D'accord? Il faut justifier ça sur le plan scientifique parce que les experts de l'agence et le comité d'éthique, c'est parmi les points qu'ils vont aussi évaluer. D'accord? Donc ce n'est pas uniquement. Donc on a dit les 4 phases de ces essais cliniques. Donc la première phase est appelée phase de tolérance. Donc la phase de tolérance, comme vous voyez, c'est la première utilisation, première fois on va tester ce médicament chez l'être humain. D'accord? On a obtenu pendant les études précliniques, à part la toxicité qu'on a fait des études de pharmacocinétique et de pharmacodynamique. D'accord? Donc on a obtenu un profil pharmacocinétique, on a calculé les différents paramètres pharmacocinétiques chez l'animal, et donc on va vérifier tout ce qu'on a obtenu chez l'animal, le vérifier chez l'homme. D'accord? Donc sur des volontaires sains, on a dit sauf exception, lorsqu'il n'y a pas de problème, c'est le sujet sain. Sur un petit nombre d'individus, généralement 30, 40, d'accord? Une quarantaine de sujets. On va vérifier l'absence de toxicité. On va déterminer ce qu'on appelle la DMT, dose maximale tolérée. Faire ça dans DMM tout à l'heure, c'est dose minimale mortelle, à partir de laquelle on commence à apparaître la mortalité. Là, c'est la dose maximale tolérée, au-delà de laquelle il y a des effets toxiques qui apparaissent. D'accord? Donc, j'ai dit, on vérifie la pharmacocinétique, on va recalculer les différents paramètres pharmacocinétiques et voir est-ce que c'est la même chose avec l'animal ou non. Et bien sûr, c'est un essai non comparatif, on ne compare pas, c'est une seule substance, et il est ouvert. Au moment qu'il y a une seule substance, vous ne pouvez pas contrôler l'information. Vous pouvez contrôler, d'accord? Une seule substance. C'est pendant la phase 3 qu'on va contrôler l'information. On va utiliser la phase. Donc la phase 2, c'est un essai toujours en ouvert parce qu'il n'y a pas de comparaison, c'est toujours une seule substance qui est utilisée. Mais cette fois-ci, c'est la première fois qu'on va faire appel à des patients. Sauf lorsqu'il y a l'exception dans la phase 1, ça sera donc la deuxième fois, ça sera plus la première fois. Toujours le nombre, il est restreint. اقتربت صلاة العصر. Pendant la phase 2. Et là aussi, j'ai oublié une chose, la phase 1, la phase 2, des fois, elles se font en 2 temps. Vous allez retrouver phase 1A, 1, 2, 1B plutôt, phase 2A, 2B, et ainsi de suite. D'accord?
Donc, détermination des conditions de fin, c'est donc dans cette phase qu'on va déterminer, elle est appelée dose-effet. D'accord? La première, tolérance, phase 1. La phase 2, c'est dose-effet. Donc, on va donner des doses croissantes, augmenter les doses et noter les effets. Et c'est pendant cette phase qu'on doit déterminer la posologie que vous retrouvez dans le RCT. D'accord? C'est à partir de la phase 2 qu'on doit déterminer la dose minimale et la dose maximale à donner. Et bien sûr, toujours, la tolérance, la toxicité, toujours on continue à surveiller, quelle que soit phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, la toxicité, donc on ne s'arrête pas. D'accord? La phase 3, c'est l'essai clinique proprement dit. C'est là où on va comparer. Et c'est là, vous voyez, efficacité. On va déterminer l'efficacité de ce nouveau produit. Est-ce qu'il est efficace ou non? D'accord? On va comparer par rapport à une référence. J'ai dit la référence, on doit justifier si c'est un ancien traitement ou bien un placebo. Donc c'est un essai contrôlé. Du moment qu'on a deux substances, on peut contrôler. Il est comparatif parce qu'on a deux substances à comparer. D'accord? Donc j'ai dit par rapport à une thérapeutique de référence ou un placebo, poursuite toujours de l'étude de tolérance. Donc la toxicité. Phase 1, phase 2, phase 3. D'ailleurs, on a commencé de la phase préclinique chez les animaux. Donc, jusqu'à, même après commercialisation, on ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'il y a la phase 4, la pharmacovigilance. Même après commercialisation, on doit continuer à surveiller ce nouveau médicament. On ne s'arrête pas. D'accord? Donc, j'ai dit, là, on passe à des milliers. Donc, la phase 1, 40, par exemple, en moyenne 40 personnes. Phase 2, 80, 100. Phase 3, vous allez rajouter un zéro. C'est en 1000. D'accord? Des milliers de personnes qui vont faire. Ensuite, du moment qu'il est contrôlé, comparatif, donc il y a la notion d'aveugle ou d'insulte qui va intervenir. D'accord? C'est un double aveugle. Et enfin, la randomisation. La randomisation, c'est la répartition des sujets. Est-ce qu'on va le mettre dans le groupe test ou le groupe référence? Donc cette randomisation, actuellement, c'est des logiciels. D'accord? On n'intervient pas, on choisit uniquement la méthode. Hop, un clic, le logiciel vous donne la répartition. Tel sujet doit être dans le groupe test, tel sujet doit être retrouvé dans le groupe référence. D'accord? Des fois, les études sont menées en multicentrique. C'est-à-dire qu'on fait appel à plusieurs centres hospitaliers ou cliniques, soit dans un même pays, soit dans différents pays. D'accord? Ça va permettre d'avoir un échantillon, le nombre voulu, parce qu'on est en milliers, d'accord, pour avoir ce nombre important. On ne peut pas le faire avec un seul sort, c'est pas possible, le multicentrique s'impose. Et de deux, ça va nous permettre d'avoir différentes ethnies. D'accord? Parce que chaque région, par exemple, des centres en Europe, des centres en Afrique, des centres en Asie, on n'a pas la même composition génétique, ça va permettre une meilleure étude de cette substance. La phase 4, la phase pharmacovigilance, donc après, une fois qu'on a terminé la troisième phase et que tout est bon, j'ai dit on demande l'autorisation de mise sur le marché qui va prendre entre 6 et 18 mois. Une fois on a obtenu la même, le médicament est fabriqué à grande échelle et commercialisé à grande échelle. D'accord? On va continuer à surveiller toujours la tolérance, la recherche des effets secondaires et de toxicité. Ensuite, il y a aussi les études complémentaires, les populations spécifiques, sujets âgés, pédiatrie, femmes enceintes, parce que généralement, ces trois tranches le plus souvent ne sont pas prises en considération dans les essais cliniques. D'accord? Et donc, le fait de commercialiser, ces sujets, ces populations spécifiques donc, vont pouvoir utiliser ce médicament et donc certainement des effets qui vont apparaître. On rajoute à ça les interactions, parce que pendant l'essai clinique, on a choisi des sujets bien déterminés. Par contre, après commercialisation, il y aura un usage de ce médicament avec une panoplie de médicaments qui existent sur le commerce. Donc, il y aura certainement de nouvelles interactions médicamenteuses qui vont apparaître. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours continuer à surveiller le médicament. Bien sûr, avec l'approfondissement des connaissances, des fois, vous avez un médicament pendant toute
la phase de développement préclinique et clinique, on ne s'est pas rendu compte qu'il peut être utilisé en toxicomanie. Hein. Le fameux, par exemple, la fameuse prégabaline, délicat. Hein, lorsqu'il a été développé, c'est pas un médicament qui a des effets recherchés par les drogués, les psychopathes, d'accord, en mauvaise intention. C'est ensuite, hein, كاين واحد اللي قاعد يبان شحال من عام الميزان باغي ما يدرنامي هما يكسروا في لسان هما كلش باش يخرجوا لا بريغابالين كاين واحد اخر اللي هي مي دون لو سونس مع خرجت البريغابالين هما بداو يخدموا مي دون لو سونس نيجاتيف وبقاو لها لي باش ما عرفتش يخدموها باش يديروا فيها واش يخدموا d'accord mais ça on le connaissait pas on ne pouvait pas le prévenir ça c'est pas après commercialisation après surveillance qu'on s'est rendu compte que واحد الشواطئ لا قدر يدير يدور l'usage de la prégabaline en toxicomanie. D'accord? Donc toujours dans la phase 3, on va mettre en évidence soit une supériorité, d'accord? Le médicament est sur le test supérieur à la référence, soit une équivalence, les études de bioéquivalence, les génériques. Tout à l'heure, j'ai dit un générique, il ne fait pas la phase 1, phase 2 et la préclinique. Il passe d'anglais à la phase 3. C'est des études d'équivalence. Est-ce qu'il est bioéquivalent au principe ou non? Ou bien on cherche une non-infériorité. Égalité. Non. Ça vous pose pas de problème? Non. Supériorité. Oui, c'est bon. Équivalence aussi, c'est bon. Non-infériorité, c'est quoi ça? Hein, on va faire tout sur non-infériorité. On va essayer de faire avec moi une peu de hein? شكون ما عنده حتى معنى اذا كان انفيريور. ما يكونش نوسيف وماهوش ايكيفالون. اسمع شغلنا على ما نديرو بميديكامون يكون انفيريور ليفيكاسيتي تاعو انفيريور. moins que le premier, l'original, même si l'efficacité est moindre. Voilà. Non, parce que supériorité c'est clair. S'il est supérieur, on n'a pas de problème. S'il est équivalent pour un générique, là aussi ce qu'on cherche. Il doit être en moins équivalent. C'est bon. Mais non, l'infériorité, la personne a nécessité de c'est pas une. Donc là, on vient de répondre. Donc des fois, le médicament anciennement utilisé, c'est un médicament qui est très cher. Donc le nouveau, il va apporter, il n'est pas inférieur en matière d'efficacité, mais il est nettement mieux en matière de tolérance. Il est mieux toléré. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est le coût. Le premier, il est cher, alors qu'il est très moins coûteux par rapport à l'ancien. Donc on va gagner soit sur le plan économique, soit sur le plan tolérance. D'accord? C'est ça, non-infériorité. Donc la comparaison, c'est bon, on l'a détaillé tout à l'heure. J'ai dit la phase 3, c'est le stade de la MM. À la fin de cette phase, c'est là qu'on a, à l'issue de cette phase, que le promoteur va déposer la demande d'AMM. Et c'est pendant cette phase-là qu'on va rédiger le RCP, le fameux résumé. Sur le village. Donc c'est ça le RCP. Donc pour la phase 4, qui est la pharmacovigilance,
à tout moment, d'accord, un médicament peut être retiré du marché, soit de façon provisoire, soit de façon définitive, d'accord, soit carrément on change d'indication. D'accord. Il a été développé pour traiter telle pathologie, mais après l'usage, on s'est rendu compte qu'il a un effet nettement meilleur sur un autre système physiologique que celui pour lequel il a obtenu un gain. Donc on va lancer des études, prouver ceci, et si on arrive à prouver ce substance, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on change d'indication carrément. Et là, vous avez énormément d'exemples de médicaments qui sont utilisés dans de nouvelles indications alors qu'ils étaient développés pour autre chose. On va maintenant détailler quelques détails avant de terminer. La constitution des groupes. Tout à l'heure, on a utilisé le terme de randomisation. La randomisation, si vous voulez, si on peut définir le terme, randomiser, c'est répartir les sujets de l'échantillon, d'accord, de façon aléatoire. D'accord? Et j'ai dit que c'est des sujets, maintenant des logiciels. Auparavant, il y avait des tables, normalement, nous étions en première année de la mathématique en probabilité. Il y a des tables, d'accord, qui sont utilisées pour la randomisation. Actuellement, c'est des logiciels. L'informatique, d'accord, on ne se casse plus la tête. Hop, on choisit uniquement la manière, il y a différentes méthodes de randomisation. On indique la méthode et le logiciel fait le truc. Donc c'est un tirage au sort qui est fait, j'ai dit actuellement, de façon informatique. Maintenant, l'intérêt de certains trucs qu'on a cités tout à l'heure. Donc vous voyez, lorsque le PC est ouvert, il n'est pas contrôlé, vous voyez la qualité de l'information en bas, c'est-à-dire que c'est ouvert comparatif de la qualité de l'information. Vous avez énormément de nuages qui vous ont donné la visibilité. La même chose, lorsqu'il est randomisé, mais toujours, il n'y a pas de contrôle. Une fois le contrôle intervient, vous voyez donc les nuages qui commencent à se dissiper jusqu'à ce que l'obtient donc les C3G et les C parallèles Double aveugle. qui sont comparatifs et en double aveugle. D'accord. Le double aveugle, c'est le top. Actuellement même, on parle de triple aveugle. D'accord. Même les statisticiens qui vont faire la statistique à la fin, on s'interroge. On leur donne des codes. D'accord. Même Houma, ils ne soient pas influencés. Ils vont faire la statistique terme sans influence. D'accord. Mais la majorité, c'est très rare que vous allez tomber sur un sujet, sur un essai de triple aveugle. Donc le plus souvent, c'est le double aveugle. D'accord. Et le plus souvent, et c'est croisé. Donc c'est ça le temps. Maintenant, l'analyse des résultats, on a deux manières de faire l'analyse. Donc on a réparti les sujets en deux groupes, qu'ils soient parallèles, croisés, essentiels, vous avez deux groupes. À la fin, vous allez retrouver quelques sujets du groupe B qui n'ont pas respecté la répartition et il y a que le groupe. Donc ils ont fait le laisser terrain dans le groupe A. D'accord? Ou l'inverse. Il y a ce qu'on appelle les pertes de vue. D'accord? Ils commencent, ils participent à l'essai et au bout d'un certain temps, il est essentiel, quelle que soit la raison, il ne va pas revenir. C'est ce qu'on appelle les pertes de vue. D'accord? Donc il y a deux façons d'analyser ces sujets. La première, je vais commencer du bas, le PER protocole. Donc le PER protocole ne porte que sur les patients traités ou prévus, c'est-à-dire les sujets ayant changé de groupe, qui n'ont pas respecté le protocole. Il faut prendre la dose X exactement avec tel volume d'eau et tout. Il ne va pas respecter ça. Donc je vais l'éliminer. Celui qui n'a pas respecté le groupe, je vais éliminer les pertes de vue aussi. D'accord? Ça, c'est le PER protocole. Toute personne qui n'a pas respecté un détail bien déterminé du protocole de l'essai clinique sera éliminée de l'analyse. D'accord? La deuxième façon, c'est l'analyse en intention de traiter, AIT. D'accord? L'analyse en intention de traiter, en anglais, c'est l'ITT, mademoiselle. Est-ce que je suis avec des blagues? Ce n'est pas des blagues, je suis en train de
Allez, مصباح نشوفك ولا. Donc j'ai dit l'analyse en intention de traiter. Vous voyez déjà le terme. Intention de traiter. C'est bon. On a fait la répartition. Il est censé être dans le groupe A. À la fin, je le retrouve dans le groupe B. Je vais l'analyser quand même. D'accord? Je ne vais pas l'éliminer. Il n'a pas respecté, à un moment donné, il a arrêté le médicament, malgré la durée complète. Je vais quand même le comptabiliser. D'accord? C'est ça l'analyse de l'intention de traiter. Pourquoi? L'intérêt de l'analyse en intention de traiter, c'est quoi l'intérêt de l'analyse? Elle est meilleure, toujours elle est demandée, recherchée dans les essais cliniques. Elle est nettement meilleure par rapport au père protocole. Parce qu'elle reflète la réalité. Parce qu'une fois le produit commercialisé, quand vous allez prescrire le médicament, est-ce que le patient va respecter à la lettre du jour? Quel va respecter non, et ainsi de suite. D'accord? Il faut le et ainsi de suite. Donc l'analyse en intention de traiter, elle essaie de refléter, si vous voulez, ce qui se fait réellement dans la vie. Réalistique. Voilà, elle est plus réaliste que le père protocole. Le père protocole, là, elle respecte le protocole. D'accord? Donc c'est pour ça que l'analyse en intention de traiter, elle est meilleure. Mais dans certains types d'essais, le père protocole, là, dans l'étude de non-infériorité que vous voyez ici, c'est le père protocole qui est le meilleur. Donc des études, des essais cliniques, dans le but et la recherche de la non-infériorité, il vaut mieux que l'analyse soit faite en paire protocole. D'accord? Maintenant, on arrive au volet juridique. Donc, il faut savoir maintenant que les personnes traitant à la recherche, anciennement appelées cobayes, d'accord, les sujets, les volontaires, doivent être protégés. La notion de droit de l'homme, donc on doit les protéger. Donc, il y a énormément de réglementations à travers le monde, la déclaration de l'Association médicale mondiale, et j'en passe. En France, il y a aussi la loi plurielle en France qui veille à ça. C'est quoi l'intérêt de ces lois? C'est de veiller à l'intégrité de la personne qui se prête à cette recherche clinique. D'accord? Vous voyez l'information complète en net. Tout sujet qu'on doit inclure dans un essai clinique doit donner ce qu'on appelle un consentement éclairé. Souligner le terme éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire éclairé? C'est la première ligne. C'est-à-dire qu'on lui donne le temps, on dit de A à Z. Voici les avantages, voici les inconvénients, les risques et les dangers de faire partie de cet essai. D'accord? C'est ça, on va l'éclairer. C'est pour ça qu'on dit consentement éclairé. Et normalement, on ne doit pas le prendre sur le tas pour signer. Normalement, on doit lui laisser un temps de réflexion. Parce que des fois, il y a des sujets qui sont timides. Alors qu'il ne veut pas faire partie de l'essai. Par contre, il y a un temps de réflexion. D'accord? Il n'est pas convaincu au travail. Monsieur, je vais les avantages. Les avantages, par exemple, un cancéreux, dans l'oncologie, un cancéreux, il y a un médicament prometteur qui semble peut-être être mieux que un cancéreux, il n'a rien à faire. Bien sûr. Donc je vois la chimiothérapie, je suis en train de sombrer et il y a quelque chose de nouveau qui semble peut-être un espoir. Ou le sang. Je suis tenté. Le sang est disponible. Le sang. Qui veut? Un volontaire sang. Non, là j'arrive. Le volontaire, ça c'est là. Bien sûr, le volontaire, ça c'est là. Donc voilà, s'il vous plaît, on continue avec ça. Ensuite, là, on va terminer avec le consentement. Donc j'ai dit, le consentement, en gros, les risques, le comité d'éthique et l'agence doivent veiller à ce que les risques soient raisonnables. Pour qu'il y ait un risque vraiment important. D'accord? L'indemnisation. Tous les volontaires doivent être payés en contrepartie pour faire partie de l'essai, soit malade ou sain. Et enfin, le promoteur doit assurer tous les sujets. Assurance obligatoire. En cas de pépin, c'est l'assurance qui doit payer les coûts. En cas de mortalité ou d'infinité, si vous voulez,
un problème chronique, ça y est, un problème qui n'est pas réversible, c'est l'assurance qui va prendre le relais et rembourser le vendeur. D'accord? Bien sûr, à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la déclaration obligatoire. Tout essai clinique doit être déclaré de façon officielle en ligne, sur Internet. Maintenant, il y a des bases de données officielles pour les essais cliniques, par exemple, la clinical trial. Donc, vous allez retrouver tous les essais cliniques qui sont menés. Donc, je dois déclarer officiellement l'essai clinique. Mais je ne dirai pas d'accord? Il faut que ça soit vraiment quelque chose d'officiel. Le recrutement aussi doit être fait de façon très claire. Donc maintenant, on va clôturer avec le pourquoi. Pourquoi on fait un essai clinique? Donc avant de faire le pourquoi, on va reprendre une petite histoire qui a été établie. Donc il faut savoir que l'idée d'un infarctus du myocarde, il n'est pas dangereux en lui-même. Ce sont les dégâts engendrés par l'IDM qui sont dangereux par la suite et qui sont représentés par ce qu'on appelle les ESV, les extrasystoles ventriculaires. D'accord? Ce sont ces extrasystoles ventriculaires qui peuvent être fâcheuses et fatales pour le sujet par la suite. D'accord? Donc, à partir de cela, du moment que c'est les extrasystoles qu'on doit traiter, il y a eu une idée. Il y a les antiarythmiques de classe 1 de Vaughan-Williams. Les antiarythmiques de classe 1 suppriment les extrasystoles ventriculaires. Donc, en se basant sur ce raisonnement théorique, les médecins aux États-Unis ils se sont dit tiens, on va donner en post-IDM à tous les patients un antiarythmique de classe 1 pour éviter les extrasystoles et on va éviter la mortalité. Au contraire, ils ont engendré 80 000 morts par ce raisonnement. D'accord? La guerre de Vietnam a peut-être le médicament. D'accord? Et donc, c'est à partir de là qu'on a changé de stratégie et on exige actuellement les essais cliniques. Il ne faut pas se baser sur uniquement le mécanisme d'action des médicaments et les raisonnements théoriques. D'accord? La théorie va ça. Mais on va la laisser de côté et on va passer à la pratique, un essai clinique bien conduit. À la fin, c'est cet essai qui va vous dire oui ou non, le médicament doit être utilisé ou pas. D'accord? Donc, adapter les traitements sur la base de faits avérés. Donc, c'est une réalité, c'est une preuve. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a la naissance de ce qu'on appelle l'IBM, Evidence-Based Medicine. D'accord? La médecine basée sur les preuves. D'accord? On se base sur des preuves réelles que telle ou telle substance